Bienvenue Stop Invest, la chaîne du top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ipsos? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, si une compagnie, voilà, je vois moins de 13% hier. Donc, on va faire à peu près une mise à jour très rapide ici. Croissance des revenus, mise à jour quantitative, je rappelle bien. Ok, il me semble que c'est un profit warning ici qui a entraîné ce genre de variation-là. Et elle n'a pas encore publié ses résultats financiers. C'est le 24 du mois d'octobre. Donc, on va attendre le 24 du mois d'octobre. Alors, croissance des revenus. On a à peu près une revenu à peu près 2 milliards 440. Ensuite, la croissance est due à quoi? Vous connaissez la chanson. Acquisition organique, etc. Donc, la croissance est de moins en moins élevée. Donc, on a un business ici à peu près mature. Donc, on sait déjà que, dépendamment du business dans lequel elle se retrouve, ça sera entre 15 et 20 fois les bénéfices par là. OK? Également, si elle a tendance à se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices, on aimerait également qu'elle rachète ses actions. Donc, marge brute de plus en plus élevée. On aime ça. C'est peut-être on a peut-être en présence ici un pricing power. Ensuite, marge EBITDA, c'est élevé, certes, mais on a à peu près une augmentation en 2020 par rapport à la marge EBITDA, hein, parce que la marge brute augmente à peu près de manière continuelle depuis plusieurs années, alors que la marge EBITDA a juste explosé à partir de 2020. Est-ce qu'on va garder ce niveau de marge? C'est la véritable question. C'est vraiment ça, à ce niveau que ça va se passer. Est-ce qu'on va garder ce niveau de marge? Attention, marge EBITDA, marge nette, nous sommes à combien? Les marges nettes, c'est à peu près la même chose. 20, sur les 20 dernières années, 5,31. Sur les 10 dernières années, 6,23. 5 dernières années, 7,43. Ça augmente, c'est timide, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez gérable. Donc, on aime bien ça. OK? On aime bien ça. Comme on dit toujours, le plus important de savoir, est-ce que ces niveaux de marge sont à peu près durables? Et la réponse se trouve dans la lecture des rapports financiers, quel est l'objectif de marge de management, que par rapport au plan stratégique, s'il y en a un en place présentement. Donc, ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. La dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,6, voilà, c'est pas énorme non plus, donc l'entreprise n'est pas endettée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure, on peut remarquer que la dette nette sur EBITDA, on avait des niveaux assez élevés en 2019, à peu près 4 fois l'EBITDA. Quand on regarde le niveau de dette nette ici, est-ce que la dette nette sur EBITDA, le ratio a diminué parce que l'EBITDA a augmenté ou bien parce que la dette nette a diminué ou bien c'est un mix des deux? On vérifie, on constate ici que 1, la dette nette a diminué, donc on a repayé une partie de la dette. À peu près là, on se retrouve enfin quand je dis repayer une partie de la dette, techniquement la dette, il faut regarder la dette totale. La dette totale ici était à peu près aux alentours de 900 millions. Là, on a du 500 millions. On a à peu près 400 millions en moins. Et en dette nette, on se retrouve à 200 millions. Donc, techniquement, ça veut dire qu'on a à peu près 300 millions de cash. À peu près par là. Un peu moins, aux alentours de 300 millions de cash. C'est la raison pour laquelle on a une dette nette aux alentours de 221 millions. Donc, ça peut un peu moins de peut-être 280, quelque chose comme ça. Mais on n'est pas là pour la précision. Ce qui est le plus important ici, c'est que la dette nette ici est de moins en moins élevée. Ensuite, l'EBITDA. Enfin, on a vu ici que l'EBITDA de manière globale, en termes de bénéfices nets, en termes de marge, l'EBITDA augmente. En termes de volume, il augmente également. Donc, c'est un mix des deux. Dette nette a diminué, tout simplement parce que le volume de dette a augmenté, a diminué. Le volume de cash a augmenté. Et l'EBITDA a augmenté en termes de volume. Oh, c'est magnifique. Les trois vont dans des sens qu'on aime bien. La dette de manière globale diminue, c'est parfait. Le cash augmente, c'est également une bonne chose. L'EBITDA augmente, c'est également une bonne chose. Donc, ça veut dire qu'on a une entreprise qui n'est pas endettée. Elle a la capacité de souffrir. D'accord? Maintenant, en termes de free cash flow, c'est une compagnie européenne, on sait que les free cash flow, il faut souvent faire attention. Donc, est-ce qu'ils ont des loyers? Non, il me semble que c'est possible qu'il y en ait, mais est-ce que c'est aussi énorme? On devra aller vérifier ça dans les rapports financiers. Donc, je vais comparer les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Donc, on prend ici les marges. Voilà. OK. Bon, je vais les mettre sur le même graphique. Je sais que c'est pas visible ici, mais on va faire ça. Admettons qu'on met ça comme ça. Non, pas ça. Je voulais, ça ne se voit pas beaucoup. On va mettre du jaune. D'accord? Admettons, on met du jaune sur du orange. C'est pas très original non plus. Disons qu'on va le mettre ici en tic. OK? Donc, on va le mettre ici en blanc. Voilà, c'est plus visible. Donc, remarquez ici qu'en termes de marge, les free cash flow ont tendance à être plus élevés. Surtout à partir de 2020, on a clairement une explosion des free cash flow. Également une explosion des marges et des bénéfices nets. Donc, en termes de free cash flow, sur les 20 dernières années,
En free cash flow, en marge, on a 6,45. En bénéfice net, 7,43. Sur les 10 dernières années, free cash flow, 8%, net income, 7,43. 5 dernières années, free cash flow, 11%, net income, 7,45. Donc, quand je vais lire les rapports financiers, je veux savoir pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Si c'est durable, tant mieux. Si ce n'est pas durable, je reviens à prendre les bénéfices nets ici, donc à savoir les net income et quels chiffres je devrais prendre. Donc, je repose encore la même question. Est-ce que les net income aux alentours de 7,43 sont durables ou bien on devrait s'attendre à des net income bien plus élevés dans le futur? Donc, dans l'ensemble ici, j'aime bien ce que je vois. On a des marges, des free cash flow plus élevés que les net income. C'est intéressant. Maintenant, tout est une question ici de durabilité. Donc, maintenant, du point de vue price, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Je pourrais prendre les prices du free cash flow, mais bon, les net income ont tendance à aller dans le même sens. Bon, on va les mettre comme ça. Le marché paye 10 fois les bénéfices. Je serais prêt à payer entre 10 et 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. En moyenne, le marché paye 10 fois les bénéfices. Et là, je me demande, est-ce que cette compagnie rachète ses actions timidement? Et je n'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Est-ce que le flottant n'est pas aussi élevé, etc. Ça peut être une raison, mais si c'est le cas, augmentez le dividende. Oh, j'avais oublié, en France, le dividende est de plus en plus avec les taxes. Bon courage, les amis. Après, ce n'est pas plus grave que ça. Vous demandez juste un prix bien plus bas. OK? Donc, j'ai toujours entendu les gens parler ici. Ah oui, mais il y a la taxe, etc. Il y a la flat tax. C'est simple. Si je recherche 5% de dividende ici, en incluant la taxe, j'aimerais acheter une entreprise ici qui me verse, si c'est du 5% de dividende, si la taxe est 40%, admettons, OK, j'aimerais avoir cette entreprise-là à un prix qui me permet ici de l'acheter avec un rendement de 8%. Comme ça, en incluant ma taxe, je sais que c'est 5%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous décidez du prix que vous allez acheter. Vous décidez du prix. Donc, c'est une question ici. Au lieu d'attendre l'entreprise à 10 $, vous allez peut-être l'attendre aux alentours de 8 $ ou bien 6 $ par là pour maximiser votre rendement en prenant en considération la taxe. Et je rappelle également que même si vous êtes dans un CTO, parce que c'est toujours l'argument c'est toujours l'argument que j'entends partout, oui, mais il y a la taxe sur la plus-value, etc. Le but ici est de détenir une entreprise sur le long terme. Si vous détenez une entité sur le long terme et qu'elle a tendance ici à croître, votre performance en termes de taxes, à la fin, quand vous revendrez votre entité, vous paierez moins de taxes. Vous paierez une taxe de 40, si ça existe encore, mais ça sera moins élevé que si vous deviez payer la taxe chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? Je revends mes positions chaque année et je rachète derrière. Et l'année suivante, je refais la même chose. Non, vous allez avoir tendance à payer moins de taxes si vous gardez à long terme. Donc, au lieu de payer une taxe de 4 000 € aujourd'hui, vous allez laisser le 4 000 € s'accroître. D'accord? Disons que le 4 000 € en question devient 10 000 €. Le 4 000 € de taxes devient plutôt 10 000 € aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'au lieu de payer, quand vous allez revendre, au lieu de payer 4 000 € il y a peut-être 5 ans, OK, et à peu près obtenir zéro. Quand je dis obtenir zéro, c'est le 4 000 € de taxes, d'accord? Le même 4 000 €, si vous le laissez travailler ici, admettons qu'il est multiplié par 2,5 sur 5 ans, le même 4 000 € que vous allez laisser travailler pourrait, vous allez avoir tendance à payer des taxes de 40% dessus quand vous allez revendre. C'est un exemple, d'accord? Et donc, ce 4 000 € que vous avez laissé travailler devient 6 000. D'accord? Les intérêts composés. C'est l'avantage. Ne l'oubliez jamais. Donc, quand vous regardez les taxes et que vous prenez une décision uniquement par rapport aux taxes, dites-vous que vous avez la moitié de la réponse. OK? Il faut aller bien plus loin que ça. Après, ce n'est pas un truc sur la fiscalité. Ici, après, ça peut être différent, la fiscalité, dépendamment des pays, parce qu'il y a des francophones sur cette chaîne. On a des Canadiens, on a des Belges, on a des Suisses. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne française. On parle français, mais je ne suis pas une chaîne française. Je rappelle toujours. Donc, je n'ai pas de PEA et je n'en aurai jamais. OK? Parce que je ne peux pas en avoir. D'accord? Mais même si j'en avais, j'aurais quand même eu un CTO. OK? Et ce n'est pas la taxe qui allait m'arrêter ou bien les fluctuations des monnaies ou ce genre de choses-là. Vous vous cassez la tête généralement pour rien. C'est la raison pour laquelle on recherche à peu près des entreprises solides qui ont des avantages concurrentiels, histoire ici d'atténuer ces risques-là. Qui ne sont pas plus... Voilà,
pas plus grave. À long terme, l'impact sur vos performances n'est pas élevé, sauf si vous êtes peut-être dans un pays comme la Turquie ou bien l'Argentine. Et encore, ça dépend. Il faut même nuancer les choses. Bref, revenons à nos moutons. Après, si j'ai dit des bêtises, hein, vous pouvez à peu près, comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de raconter des bêtises. D'accord? Ça n'engage que moi. Vous pouvez toujours en description de la vidéo m'envoyer un message privé directement sur Discord. Sur Instagram. Alors, Ipsos. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? 15 fois les bénéfices, est-ce que j'aimerais payer ici? Est-ce que c'est un business prévisible? Oui. 84% du temps, les analystes ont raison. Et donc, il y a de grandes chances que dans les années à venir, que ce soit encore le cas. Admettons qu'on a à peu près du 10% ici. En moyenne, qu'est-ce que ça donne? On a à peu près ici en moyenne, 10 fois les bénéfices, c'est assez bas. C'est même une insulte. C'est littéralement, ça veut dire que l'entreprise est très endettée ou ce genre de choses-là. Je le prendrai à 15 fois les bénéfices. Ça donne 89 €. Admettons même que l'entreprise ne rapporte même pas plus que ça. On reste à peu près à ces niveaux-là. Donc, soyons même encore plus conservateur. Ça donne 77 €. 77 € moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Nous avons une dette nette aux alentours de 5 €. Ça donne à peu près, disons 6 €. Ça donne à peu près aux alentours ici des 71 €. Par rapport au prix actuel, c'est intéressant. Mais maintenant, tout dépend du business model. Parce que quand le marché vous présente une opportunité d'investissement, ça ne vient pas gratuitement. Donc, quantitativement, Ipsos est très intéressant. Je dis bien très, très intéressante quantitativement. Mais maintenant, il est où le piège? Il est où le piège? Pourquoi est-ce que le marché n'apprécie pas la valeur de cette compagnie? Est-ce qu'il y a un catalyseur en place? Le catalyseur s'appelle l'augmentation du dividende, etc. Mais si on avait racheté les actions, ça allait être magnifique. Mais maintenant, peut-être qu'on ne rachète pas d'actions parce que le flottant n'est pas assez élevé. Bref, allez vérifier dans les rapports financiers. N'oubliez pas en description de la vidéo, vous avez ici les produits offerts par la maison. Je vous laisse aller voir qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur. C'est gratuit. D'accord? En fait, c'est simple. Ce sont mes réflexions sur les différentes entreprises ici. Donc, si j'ai fait une note d'analyse sur une compagnie européenne, généralement, d'accord? Après, vu que c'est la saison des résultats, je vais avoir tendance à lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Je l'ai fait sur LVMH, je vais le faire sur ASML. Donc, vous allez trouver déjà ces deux entités-là. C'est gratuit. Allez-y, regardez ça en description de la vidéo. Et pendant que vous y êtes, vous avez le pack du débutant pour ceux qui veulent vraiment apprendre à faire de l'analyse fondamentale de manière sérieuse. Pour le moment, ici, l'accompagnement, on en parlera un jour, mais c'est fermé pour le moment. OK? Ou bien c'est seulement pour le mois de janvier seulement. Bref, ici on est là pour parler d'Ipsos. Si vous avez une réponse par rapport à la situation actuelle sur Ipsos, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Envoyez-le moi sur Instagram. D'accord? Mon Instagram ici, il est tout vide. Hein? C'est pas plus grave que ça, tout simplement parce que le plus important pour nous, ce n'est pas ce qu'on va poster dessus, ce sont les questions que vous allez avoir tendance à me poser parce que comme vous avez remarqué, les commentaires sous mes vidéos sont totalement fermés. D'accord? Donc, c'est pour ouvrir la discussion sur un autre canal. En tout cas, si j'ai dit des bêtises par rapport à tout ce qui concerne la fiscalité, machin truc, et comment est-ce que je vois les choses, et encore une fois, j'ai donné un exemple. Et le but était simple pour vous dire que la taxe ou la flat tax, je ne sais pas quoi, ne devrait pas vous arrêter. Au contraire, vous allez avoir tendance à être plus exigeant par rapport au rendement que vous recherchez. Oh, tu ne sais pas quel rendement tu recherches quand tu achètes une compagnie? Pose-toi les bonnes questions. J'ai fait une vidéo dernièrement par rapport à ça. Bref, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Ipsos reste intéressant. Et j'ai oublié Ipsos. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Au prix actuel, c'est intéressant. J'aime bien ce que je vois présentement, quantitativement. Pourquoi pas? Et donc, Ipsos, je vais l'ajouter. Je vais mettre un target price à 71. Si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez remarquer qu'elle est quantitativement sous-évaluée. Ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. C'est important si vous faites du stock picking.